La mort de George Floyd est inédite, historique et planétaire. Ce soir, on reçoit le grand historien de la colonisation, de l'immigration, des discriminations et du racisme. Voici Pascal Blanchard. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir Pascal Blanchard, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe. Voici quelques-uns de vos livres qu'on va voir sur les écrans. Et voici le dernier, Décolonisation française, la chute d'un empire. C'est aux éditions de La Martinière. On va parler de votre travail d'historien dans un instant. Mais d'abord, voici les images du week-end aux États-Unis, en France, en Asie, au Canada, partout les mêmes images des manifestations monstres contre le racisme et en mémoire de George Floyd. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Une prise de conscience de ce qu'on n'avait pas pu voir, mal voir ou pas assez voir. Aujourd'hui, avec rapidité des médias, de voir un crime qui dure 8 minutes 46 de regard sur un être humain qui est en train de mourir, et on sait tous pourquoi il est en train de mourir. C'est pas un hasard, c'est pas un accident. Il est en train de mourir au nom du poids de l'histoire. Il est en train de mourir parce que c'est quelque chose de rémanent. Un homme noir se faire tuer par un policier blanc, on sait tout ce que ça veut dire, et d'un seul coup, on le voit tous en même temps. Et voici les visages, par exemple, de Trayvon Martin, 17 ans, de Rodney King, 47 ans, d'Eric Garner, 44 ans, de Michael Brown, 18 ans, de Laken McDonald, 17 ans, de Ahmaud Arbery, 25 ans, de Breonna Taylor, 26 ans, de Michael Dean, 28 ans, de Miles Hall, 23 ans, de Stephen Clark, 22 ans, de Jordan Edwards, 15 ans, de Tamir Rice, 12 ans. Ce sont quelques-uns des jeunes Afro-Américains qui sont morts sous les coups des policiers ces dernières années. Chaque fois, il y a de l'émotion, chaque fois, il y a des manifestations. Pourquoi cette fois-ci, c'est plus fort ? Parce que depuis quelques années, il y a une prise de conscience par des travaux, des livres, des discussions, des débats, d'une génération d'intellectuels noirs aux États-Unis qui parlent de ce que c'est qu'avoir peur quand on est noir aux États-Unis, d'une dimension aussi où ça résonne maintenant dans les pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Pourquoi ça nous résonne avons ici eu une histoire coloniale, nous avons eu une histoire de l'esclavage, et on sait que dans ce pays, un noir a 11 fois plus de chances de se faire arrêter par la police qu'un blanc. Et c'est pas lié au hasard. Le matin, quand vous vous rasez comme moi, vous êtes un personnage blanc dans cette société, vous avez moins d'inquiétude que si vous étiez noir ou maghrébin. C'est comme ça. Vous avez plus facilement comme moi trouvé un appartement, plus facilement comme moi pu rentrer dans une boîte de nuit, plus facilement comme moi avoir un tas d'avantages. Vous ne vous posez pas la question de votre couleur le matin en vous rasant. Même si on ne s'est pas rasé tous les deux ce matin. Ça fait partie de notre vie commune, mais pour d'autres, la vie c'est pas ça. C'est de se poser la question de ce qui peut leur arriver dans une journée lambda, parce qu'ils sont noirs, maghrébins, asiatiques, autres, dans une société où ils sont donc minoritaires. L'Amérique, c'est plus violent que nous, mais nous avons nous aussi une histoire compliquée, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme l'Italie. Vous savez, être un joueur de football noir en Italie, ça veut dire des choses aujourd'hui. Et c'est lié à l'histoire coloniale italienne. Et bien en France aussi, ça veut dire des choses d'être noir ou maghrébin. C'est notre histoire. Il y a beaucoup plus de blancs dans les manifestations. Oui. Comment vous l'expliquez ? Prise de conscience générationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail a été fait par l'école, par exemple. On dit souvent que l'école ne fait pas son boulot, c'est pas vrai. Depuis 20, 30 ans, moi, quand j'ai passé mon bac, je suis très très vieux, il n'y avait pas d'histoire coloniale. Je suis rentré à la fac, je ne savais rien sur l'histoire coloniale. Aujourd'hui, un jeune qui sort de nos écoles sait des choses. Donc il sait ce qu'est l'esclavage. Il y a une journée le 10 mai de commémoration. Quand on était gamin, elle n'existait pas. Tout ça, petit à petit, ça prouve bien que l'éducation fait son travail. Et d'ailleurs, dans ces images, il y a quelque chose d'intimement positif. De voir des Blancs qui manifestent. Il y en avait en 63, la grande marche à Washington, à côté de Martin Luther King, il y avait déjà des Blancs. Mais là, ces manifestations sont totalement bigarrées. C'est pas juste une prise de conscience, je suis noir, donc d'une certaine manière, je dois réagir. C'est je suis américain, je n'accepte pas que dans la société américaine, des hommes, des femmes ne soient pas mes égaux. L'éducation a fait le travail, mais il n'y a toujours pas de musée de l'histoire coloniale en France. Vous m'avez bien peu écouté. Vous avez vu, c'est incroyable. Si vous avez des enfants, si vous avez des amis qui ont des enfants, si vous voulez vous-même découvrir cette histoire, vous allez nulle part. Tant que l'histoire n'est pas rentrée au musée, c'est qu'elle fait débat. Nous avons eu plusieurs présidents de la République depuis De Gaulle. Aucun n'a eu le courage de dire « il est temps de raconter ensemble l'histoire ». Je dis bien ensemble et toute l'histoire. L'histoire des pieds noirs, l'histoire des combattants algériens. Peut-être que certains d'entre vous ici ont un grand-père ou une grand-mère qu'a connu parce qu'elle était rapatriée aux pieds noirs. Puis d'autres peut-être qui sont d'origine antillaise. Et d'autres peut-être qui viennent du Sénégal, du Mali, du Vietnam. En France... Pourquoi on ne veut pas le raconter ça ? Mais parce que c'est la pire des histoires de la République. Elle est compliquée, elle est douloureuse. Le pays des droits de l'homme a décrété un jour que les hommes n'étaient pas égaux dans la République. Allez expliquer ça à des gamins de 14 ans qui viennent justement de ces mêmes pays. Parce qu'ils vivent ici aujourd'hui, parce que leurs parents sont venus. C'est compliqué. Et c'est parce que c'est compliqué qu'il faut prendre des gants. Et en même temps, il faut pousser le politique à aller vite. C'est complexe. C'est même paradoxal. Et comment on peut les pousser ? En leur faisant comprendre qu'une majorité de gens aujourd'hui souhaitent que l'histoire soit à l'endroit. Vous savez, le politique n'entend qu'une chose, les votes. Le jour où cette question, comme aux États-Unis, pourra peut-être faire perdre Trump. Rappelez-vous que notre président actuel de la République, en pleine campagne, a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. S'il l'a fait, ce n'était pas pour perdre l'élection. Le contexte a changé. Maintenant, il reste encore des pesanteurs,
des inquiétudes. J'entends encore des fois des ministres me dire « ce sont des histoires douloureuses ». Raison de plus pour s'en occuper. Si l'histoire était facile, il n'y aurait pas de problème, on aurait un musée. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est compliqué. Et ça permet de crever l'abcès. Crever l'abcès et en même temps comprendre. Et comprendre. C'est essentiel d'expliquer. Vous vous rendez compte que dans ce pays, par exemple, quand les gens disent « oui, mais on n'est pas l'Amérique ». Oui, mais il y a eu une police des Noirs dans ce pays. En 1777, il y a eu une police qui a été créée dans ce pays par les rois de France pour surveiller juste les Noirs, qui permettra d'ailleurs à Napoléon Bonaparte de tous les rassembler en espérant les expulser de France. Il y a eu dans ce pays une police des Arabes. En 1925, rue Lecomte, dans le 16e arrondissement. Il y a eu une pratique policière à Mantes contre les Juifs. Vichy, c'est notre histoire. Si on ne la raconte pas, comment voulez-vous comprendre le présent? C'est simple. L'histoire nous explique plein de choses. Non, notre police n'est pas raciste, mais dans l'histoire, notre société a eu des moments où tous les hommes et les femmes n'étaient pas égaux. Ça laisse des traces. Et c'est logique, c'est ça l'histoire. Si l'histoire n'avait aucun rapport avec le présent, aucun d'entre vous n'aurait fait de l'histoire à l'école. Et je vais vous montrer une autre image. On en a parlé avec toi, Lilia. Cette statue, c'est à Bristol. C'est une statue d'esclavagistes que des manifestants déboulonnent. Ça, je suis toujours très sensible et hésitant, parce que je pense qu'il ne faut pas détruire ce qui fait les traces, parce que les traces nous permettent de raconter les choses. Ouais, c'est ce que tu disais. Voilà, moi, je pense qu'il faut, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, je vous ai vu un peu avant et j'ai écouté. Je pense qu'au contraire, il faut des très grandes pancartes pour expliquer qui était Colbert. Il faut des grandes pancartes pour expliquer à Bristol, par exemple, qui était ce négrier. Est-ce qu'elle doit rester sur la statue, là, comme ça, au milieu de la route, au milieu d'un rond-point? Elle doit rester au milieu d'un rond-point avec un très très grand texte qui explique qui c'est. Si vous enlevez l'image Banania, vous ne pouvez pas comprendre ce que Banania produit dans notre société. Si vous enlevez des lycées Colbert et vous n'expliquez pas qui est Colbert, il y a un problème. Mais si vous expliquez Colbert et le Code noir, si vous expliquez qui est Jules Ferry, un grand républicain, vous l'avez appris à l'école, on a tous été ici dans un collège ou un lycée Jules Ferry. Qu'est-ce qu'il dit au Parlement français? Il y a un droit à des races supérieures sur les races inférieures. Gardons Jules Ferry, mais expliquons qui est Jules Ferry. C'est ça, faire de l'histoire. Déboulonner me dérange toujours. Et la statue dans l'eau, là? Ça me gêne aussi. Parce que quelque part, qui a le droit de choisir ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit? Ça me fait toujours peur quand je vois que des gens décident à la place d'autres de ce qu'il faut détruire, de ne pas lire ou de comprendre. Je préfère expliquer et me battre même, peut-être y aller tous les jours d'expliquer qui est Colbert. Mais gardez. Parce que les traces nous permettent de raconter d'où on vient. Si vous n'avez plus de traces, vous ne faites plus d'histoire. On continue la discussion quand on revient tout de suite. Vous voyez l'image en duplex de Houston. Les Américains peuvent aller se recueillir sur la dépouille de George Floyd à Houston. Quotidien ce soir avec le grand historien de la colonisation, de l'immigration, des discriminations et du racisme, Pascal Blanchard. La mort de George Floyd a ravivé le souvenir d'Adama Traoré en France. Bien sûr. Et d'autres affaires d'ailleurs. Parce que cette affaire, depuis 4 ans, elle est présente dans les médias parce qu'elle est devenue également symbolique. On ne sait pas. Et on a l'impression que l'autorité publique ne veut pas rendre lisible, compréhensible ce qui a pu se passer. Et c'est ça aussi que reprochent tous ces jeunes, et pas que jeunes d'ailleurs qui ont manifesté. C'est depuis tant d'années, à chaque fois qu'il y a un crime, à chaque fois qu'il y a une mort, que ce soit d'ailleurs d'un policier ou d'un civil, rappelez-vous dans les années 80, 90, quand des jeunes maghrébins se faisaient tuer, on ne trouvait jamais le coupable. On ne savait jamais qui avait tué. Il y a une forme de litanie qui est à un moment inacceptable. Et donc l'affaire Traoré a quelque part fixé ce point de convergence de dire on veut savoir. Et une justice dans un pays doit être pour tous ses citoyens la même, comme une police. C'est ça que demandent les gens et donc il y a eu le cumul entre violence policière. Deuxièmement, une affaire qui est complexe, qui est trouble. Une vraie médiatisation qu'a pu organiser sa famille et qui a fait prendre conscience à travers, exactement comme aux États-Unis. On a tous besoin à un moment d'un récit qui va focaliser des histoires collectives, un imaginaire et une envie de se rebeller. C'est une rébellion qui est saine. Être scandalisé par quelque chose, c'est jamais négatif. Ça prouve qu'on a conscience que derrière cette histoire, c'est pas juste un dérapage. C'est quelque chose qui peut être le produit de comportements, d'une histoire, d'un récit, d'une violence peut-être qui vient de très très loin. Parce que par définition, il y a des comportements qui sont issus de l'histoire. C'est comme ça. Le stéréotype, c'est pas un truc qu'on a inventé hier. On regarde l'autre, on a peur de l'autre, on est inquiet par l'autre, on a un comportement face à l'autre qui est lié quelque part aux générations qui nous ont précédés. Est-ce qu'il y a une différence entre être noir aux États-Unis et être noir ici en France? Oui. Laquelle? La grande différence, c'est que dans ce pays, on a tué peu de noirs. L'histoire de l'Amérique s'est construite sur la mort du noir. Les lynchages. Vous auriez pu citer 4734 noms de personnes lynchées. Ça ne veut pas dire que notre histoire de l'esclavage et l'histoire de l'esclavage américaine n'ont pas aussi leurs victimes. Mais l'histoire de l'Amérique a été une histoire continue de la mort de l'homme, surtout de l'homme noir. Si vous intéressez à la Russie et à la Pologne, ce sont les Juifs. Nous, en France, ce sont les Arabes. Et cette histoire, elle a commencé au XVe siècle, avec des Orientaux. C'est une très longue histoire. Notre histoire, elle était liée à cette proximité, au Mauresque, à la guerre d'Algérie, à ce qu'on appelait les Sidis dans l'entre-deux-guerres. Chaque pays a des fois des récits qui sont d'une violence extrême. Pourquoi l'Italie aujourd'hui est un pays si violent avec l'homme noir quand il est joueur de foot? Regardez la conquête de l'Éthiopie de Mussolini. Tout est écrit.
Et souvent, dans nos histoires, s'agrègent, se construisent comme ça des choses qui deviennent presque des symboliques, des moments forts. Et ça reste. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est un millefeuille. Nous vivons la dernière étape du millefeuille. Mais avant, rien ne disparaît. On peut comprendre, on peut expliquer, mais pour autant, ça reste. C'est notre culture, d'une certaine manière. Notre intelligence, notre émotion, notre capacité de comprendre, d'expliquer, c'est de faire que les millefeuilles qui sont avant nous n'aient plus d'influence négative sur nous. On les fera jamais disparaître, hein. Ne rêvons pas. Oui, la dernière feuille du millefeuille, elle n'existe pas? Si. On peut faire disparaître le racisme ou pas? Vous et moi, nous fabriquons des stéréotypes en ce moment. Deux hommes blancs qui sommes en train de parler d'un problème de l'autre. Nous en fabriquons un. Dans 20 ans, on nous regardera en disant mais pourquoi il n'y avait pas un noir pour parler de ça avec eux? Parce que seulement les blancs peuvent parler, seulement les noirs peuvent parler de ce sujet. C'est serein. Des fois, on me le reproche parce que d'abord, je m'appelle Blanchard, j'ai vraiment pas de chance. Et des fois, on me reproche, on me dit un blanc qui parle de ça. Mais je dis mais attendez, les Gallo-Romains, plus personne se pose la question de qui parle des Gallo ou des Romains. On se pose plus la question parce que c'est encore dans l'émotion et dans la mémoire. Et on n'est pas totalement dans l'histoire. On vit en fin de compte un moment bizarre. Nous tous ici, on vit les éclaboussures de l'empire. Nous sommes les enfants de cette histoire. Nos parents et nos grands-parents n'ont pas fait le boulot. Et nous, on récupère tout ça avec tous les paradoxes. Pourquoi un homme blanc s'intéresse à l'histoire des Maghrébins, les Africains? Pourquoi vous, journalistes blancs, vous vous intéressez à ça? Est-ce que ça devrait... Justement, le fait de ne pas se poser la question, c'est pas bon signe? Si, il faut se poser toujours des questions. Moi, j'adore quand on se poser la question de qui parle de racisme. Il faut se la poser et en même temps, il faut que tout le monde en parle. Parce que si ça n'était qu'une affaire d'une communauté qui est blessée, par définition, vous fabriquez de nouveaux ghettos. C'est ce que je crois. L'histoire du racisme, l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de France. Je suis un petit Français, un petit Breton et blanc, et j'assume mon histoire. Je la regarde plein pot. Et en plus, je vais vous dire un truc, j'ai aucune mauvaise conscience en tant que blanc. Aucune. Je ne suis pas les descendants des Lyotais et des grands coloniaux. Ça va? Serein. C'est mon histoire. Je suis né après. Comme le président. Je suis né en 64. Tout ça était presque terminé. Pourquoi vous, ça vous a passionné? C'était plus facile, je le croyais, parce que je connaissais mal l'histoire coloniale, de faire de l'histoire coloniale que de m'intéresser à l'histoire du Moyen-Âge. Et je suis tombé dedans. Ça m'a passé. J'ai aucune raison personnelle. Mes parents n'étaient pas pieds noirs, j'ai pas de parents antillais, mon petit garçon est descendant polonais de l'immigration. Toute cette histoire-là n'est pas directement la mienne, mais c'est la mienne parce que je suis français. Et que je vis dans un pays où 40% des gens ont un grand-père, une grand-mère qui est lié à cette histoire, né dans les colonies, né dans les outre-mer, descendant de grand-père qui a peut-être fait la guerre d'Algérie, qui a jamais parlé à la maison. Et qui aujourd'hui a 95 ans et voit son petit garçon qui rentre, sa petite fille, et qui lui dit « Hé grand-père, t'as torturé en Algérie ?» Et nos aînés n'ont pas fait le boulot. Et nous récupérons ça. Et nous devons apprendre, dans nos familles métissées, dans nos amis, à tenir des dialogues, écouter l'autre, écouter le récit de l'autre, pour ensemble construire une histoire qui fait que... Parce que ce pays, en même temps, je vous ai mal répondu tout à l'heure, il avait un côté paradoxal. En 1925, c'était le seul endroit au monde où un noir pouvait boire une bière avec une femme blanche sur une terrasse de café. C'était le seul pays au monde. C'est ça la France. C'est un paradoxe absolu. C'est pour ça que j'aime mon pays incroyablement et je veux qu'on puisse boire sur des terrasses de café, surtout après le confinement, des bières quand on est noir et blanche. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce pays, il a aussi ça en lui. C'est un paradoxe. Et c'est là où il est différent de l'Amérique. Il est paradoxal parce qu'il a à la fois apporté la lumière et les ténèbres. À nous de faire le tri. Décolonisation française, la chute d'un empire, c'est à la Martinière. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Quotidien. Merci à bientôt. À bientôt.